L'air du temps, votre émission hebdomadaire sur la radio d'ici et d'ailleurs, la 93. Ce dimanche, les thèmes vont porter sur quelles sont les conséquences de la grève des transporteurs au Sénégal. Au-delà de cette grève, quelle lecture faut-il en faire? La menace de plainte de Transparency sur les contrats pétroliers au Sénégal, quels en peuvent être les désagréments? Élection présidentielle gambienne, quelle perspective pour le Sénégal? Pour analyser toutes ces questions, l'Air du temps reçoit ce dimanche 5 décembre 2021 Ahmad Soumaré, spécialiste de l'intelligence économique, et Lansana Cicero, économiste à l'UCAD. L'Air du temps, c'est ce dimanche 5 décembre 2021 sur iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Dimanche 5 décembre 2021, merci d'être à l'écoute de l'Air du temps qui reçoit aujourd'hui Dr Lansana Cissokho, économiste à la faculté des sciences économiques et de gestion, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ahmad Soumaré, économiste spécialiste de l'intelligence économique, acteur majeur de l'intelligence économique en Afrique, président de Sopel International, président du Centre africain de la nouvelle économie, CAN, Executive Education. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Les transporteurs ont fait 48 heures de grève. Les chiffres qui ont été donnés par la presse disent que le Sénégal a perdu 70 milliards de francs CFA. Et c'est la première fois qu'au Sénégal, qu'on voit une grève aussi dure avec des transporteurs qui ont pratiquement paralysé le pays. Le gouvernement a trouvé un accord avec eux en disant qu'ils vont mettre en place ce qu'ils appellent les points de contrôle mixte, parce que les transporteurs, les arguments qu'ils avaient avancés aussi, c'était les tracasseries policières. D'autres Sénégalais ont fustigé aussi le fait que les transporteurs ne veulent pas être contrôlés. Le débat s'est posé. Ahmad Soumaré, quelle lecture peut-on avoir de cette grève de 48 heures? Je pense que dans une grève, en général, on perd beaucoup d'argent parce que ça ralentit ou ça bloque l'économie. Et les points sur lesquels donc les grévistes, les syndicats ont donné ces 11 points, je pense qu'il y a un grand problème d'organisation d'une part, un grand problème, comme je dis toujours, d'indiscipline. Parce que tu ne peux pas être dans un pays, tu es professionnel du transport. Il n'y a aucun de tes véhicules qui est dans les normes. Que ce soit les véhicules qui appartiennent, par exemple, à la société de bus, que ce soit les particuliers, les cars rapides. Quand vous êtes derrière un car rapide, dès qu'il accélère, c'est des nuages de fumée noire. Et pourtant, ils sont censés passer le service technique, le contrôle technique. Et ça, c'est un grand problème. Il n'y a aucun véhicule qui fait du transport en commun. Quand ils accélèrent, on ne voit pas cette nuée. Et ça, c'est un problème de santé publique parce que ça rentre directement dans les poumons. Mais ça, c'est la responsabilité de l'État. Non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est la responsabilité. Oui, je dis qu'il n'y a aucun véhicule. Je dis, pas d'exception. Il n'y a pas de véhicule de transport ici au Sénégal qui sont dans les normes à ce niveau. Il y a des particules qui se dégagent, que ce soit les bus, que ce soit les cars rapides. Les taxis, j'en parle pas. On a un truc vétuste. Quand vous allez juste en face du Sénégal, comment ça s'appelle, au Cap-Vert, vous ne voyez pas ce genre de truc que vous voyez. Et puis c'est climatisé. J'ai dit, les taxis sont climatisés. Vous arrivez à votre hôtel, ils vous demandent, est-ce que vous avez besoin de facture? Au Cap-Vert, ce n'est pas en Europe, je parle du Cap-Vert. Je ne comprends pas pourquoi les gens aussi refusent donc le renouvellement qu'on leur donne, soit disant que c'est cher. Il y a un problème vraiment d'autorité de l'État que l'État n'exerce pas pour assainir cette profession. Les gens qui veulent prendre un business, d'être entrepreneurs sur ce champ, mais ils investissent, mais ils ne font pas faire des cars rapides qui durent depuis 50 ans, 100 ans et qui roulent et qui polluent. Dakar est la deuxième ville la plus polluée d'Afrique. Oui. Lansana, quelle lecture faites-vous de cette grève? Au-delà de la grève qui s'est imposée, est-ce que c'est l'autorité de l'État qui est remise en cause? Bonjour, M. Diop. Je dis bonjour aussi à mon cher Soumaré, avec qui j'ai eu une petite discussion qui a été très agréable. Il s'est trouvé qu'il a une expérience américaine qu'on partage un tout petit peu, parce que j'ai eu un tout petit séjour là-bas pour ma formation également. Mais je suis très content de partager ce plateau avec lui.
Voilà. Mais en fait, quand on regarde, vu ce qui s'est passé, je crois que la grève s'est ressentie partout. Je crois que tous les secteurs l'ont ressenti. Au-delà de l'impact économique que ça peut avoir, ça a également un impact social quelque part. Bon, parce que quand on regarde les malades qui ne peuvent pas aller à leur appointment, à leur rendez-vous, et qui posent problème, les étudiants qui ne peuvent pas aller à l'école, quasiment les cours à l'université ont été annulés parce que la majorité des étudiants ne venaient pas. Il n'y a que ceux qui étaient sur le campus social qui étaient présents dans les salles et on ne pouvait pas faire cours au risque de pénaliser ceux qui ne sont pas là. Donc ça pose un problème. Maintenant, quand on regarde, on analyse un peu les faits, je crois qu'il y a deux camps. Il y a le camp comme vous l'avez si bien dit, l'État qui est là, et ensuite on a les transporteurs de notre côté. Maintenant, des deux côtés, il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités que les gens doivent assumer. Maintenant, M. Soumaré vient de parler tout juste du problème du renouvellement et du problème de discipline du parc automobilier et du problème de discipline qui se pose également au niveau des transports. Pour le transport, ça, ce sera plutôt du côté des transporteurs, en même temps du côté de l'État. Dans la mesure où le secteur du transport au Sénégal est majoritairement informel. Donc c'est ce qui fait que c'est un peu difficile de contrôler le parc, n'est-ce pas? Maintenant, avec le déficit, il y a parce que si certaines pratiques se développent, c'est parce qu'il y a un déficit sur l'offre de transport qui se pose. C'est pourquoi tout ce qui est les voitures qu'on appelle communément les voitures clando et autres, c'est pourquoi ça se développe. L'État, quelque part, peut les arrêter. Mais en les arrêtant, il y a cette pression sur la demande de transport qui existe. Donc, et puis c'est un problème qui n'existe pas tout simplement dans le domaine du transport, même dans le domaine de l'éducation, ça se pose. Il y a beaucoup d'écoles de formation qui sont là. On sait qu'il n'y a pas grand-chose dedans, mais puisque l'offre d'éducation à l'université ne peut pas prendre tout le monde, on est obligé parfois de fermer les yeux sur certaines choses. Donc, cela veut dire que quelque part, il y a cet aspect également qui se pose et qui mérite d'être analysé sérieusement. Donc, il y a une défiance de l'État d'organiser le secteur, de mettre en place des choses très claires. Absolument. Et ensuite, éviter de politiser, parce qu'on va vers des élections, on cherche des voix, on fait des tafiengles comme d'habitude. Mais en fait, on doit s'attendre à des trucs comme ça, dans toute démocratie, où les gens doivent concourir pour la légitimité populaire, pour diriger le pays. Quand on est loin des élections, il y a des mesures beaucoup plus efficaces qui sont prises. Mais quand on s'approche des élections, ce sont les mesures populaires qui prévalent. Donc ça, c'est normal. Même si on peut quand même diminuer l'intensité avec laquelle ça se fait dans nos pays. Donc c'est un peu normal que quand on va vers là-bas, que le parti au pouvoir fasse attention à certaines mesures qui risquent de lui revenir après. Parce que la population, quelque part, ne comprendra pas. Mais puisque c'est un peu... Ça, à court terme, cette décision-là risque de faire très mal. Donc, l'État fait attention à ça parce qu'on va vers des élections tout de suite. Donc, c'est un peu ça. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part un problème de piège dans lequel l'État s'est fourré parce que les fonctionnaires eux-mêmes, la plupart d'entre eux, sont même des transporteurs qui ont des taxis clando, des policiers qui ont des taxis clando, des gendarmes qui ont des taxis clando, des fonctionnaires qui ont des taxis clando, qui ont des cars rapides, et qui sont eux-mêmes des opérateurs dans le secteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne voudrait que les choses se fassent clairement, parce que ça n'arrange pas, ça touche beaucoup de conflits d'intérêts. Moi, je pense que, comme on l'a dit, ça rejoint le même problème de la gouvernance du secteur des transports. Et ça revient à l'État. Il n'y a que l'État qui peut le faire, que ce soit au niveau des contrôles techniques, que ce soit au niveau de la formalisation donc, de ces véhicules dits. Parce que le problème dit de transport, comment parce que le problème qui se pose, vous êtes particulier, vous conduisez votre voiture, vous n'avez pas de permis. Quand il vous arrive, c'est votre problème, votre vie personnelle. Mais un transporteur en commun, il va faire payer des gens. Il les met dans des conditions qui ne sont pas concevables. Et la vie de ces gens-là, c'est comme, même du bétail, on ne les met pas. Ils sont en surnombre, ils sont surchargés. Moi-même, en voiture, j'ai un véhicule car rapide qui m'a heurté. Il n'avait même pas de frein. Il n'avait pas d'assurance. Oui, il avait le truc plein. Il disait qu'il allait au garage comme ça. Il y a des choses inacceptables. Inacceptables. Ils ont des permis
des assurances de quoi? 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est inadmissible. Quelqu'un qui fait du transport en commun, on doit l'exiger de prendre l'assurance entière, 1 an. On doit les contrôler tout le temps parce qu'ils prennent des personnes. Un particulier, je veux dire, ça passe. Mais transport en commun, taxi ou les véhicules des bus, il faut être exigeant parce qu'ils transportent des gens qui payent. Et ça, c'est un grand problème de gouvernance. Absolument. Et ça, il n'y a que l'État qui peut le faire. Que ça soit le fonctionnaire, le policier, le truc, si on n'assainit pas, si la gouvernance ne se fait pas, si cette clairvoyance n'est pas faite, ça devient le fourre-tout. Et si les agents de l'État qui sont censés contrôler les taxis, eux-mêmes, c'est des transporteurs? Oui, le problème qui se pose, c'est que le fonctionnaire, oui, tout à l'heure, donc c'est ce qu'on nous parlait. Il y a des étudiants ou des professeurs d'université qui ont des écoles parallèles. Lorsqu'ils font grève là, ils vont travailler là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fonctionnaire n'est pas censé avoir une activité lucrative, un fonctionnaire. Mais l'État ferme les yeux. Un fonctionnaire ne doit même pas travailler dans le privé. Il ne doit pas concurrencer le secteur privé. Mais tout le monde le sait. Mais tout le monde ferme les yeux. La plupart de ces écoles-là, ce sont des professeurs qui sont à l'université, qui sont derrière. Tout le monde le sait. Le problème, c'est que l'État ne fait pas son job à ce niveau de cette gouvernance. C'est ce qui fait que ça devient le fourre-tout. Le gars qui est mal payé, qui soit 10 ans, donc il va prendre car rapide, il va prendre des taxis, il va prendre des clandos. Il s'en fout parce qu'il sait qu'il n'y aura rien derrière. Mais on a vu quand même là, pendant cette grève, les Sénégalais emprunter des charrettes, ce qui est quand même très rare en le faisant dans la capitale à Dakar. Le constat qu'il y ait de plus en plus de charrettes à Dakar, est-ce que ce n'est pas une alerte par rapport à la gestion du monde rural? Si les jeunes décident de venir à Dakar sans s'arriver des charrettes, je ne sais pas s'il n'y a pas de travail à l'intérieur du pays. Il y a pas, ça c'est vrai. Donc, même... les charrettes, les clandos, les tchak-tchak, les motos, Jakarta. Les tchak-tchak, c'est une demande qu'il y avait. Et ils sont venus répondre à cette demande. Quand on a un courrier à transmettre, au lieu de se déplacer aller-retour, et que ça coûte beaucoup plus cher, on peut donner ça à quelqu'un qui a une moto qui ne tarde pas en général. Si c'est formalisé. Et les charrettes en pleine capitale? Voilà. Non, les charrettes quand même, je déplore ça tout le temps. Parce que ma voiture a été heurtée une fois par une charrette, il n'y a pas d'assurance, il n'y a absolument rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la réparation, on le fait dans ses propres poches. Donc, ça, c'est un problème. Bon, moi, je le disais tout le temps que... parce que ce qu'on voit en général, c'est que ces charrettes-là, initialement, il y a certaines parties de Dakar qui étaient en chantier. Donc, on les utilisait pour des transports de blé d'un coin à un autre, de l'eau d'un coin à un autre, parce que l'eau n'était pas dans certains secteurs. Donc, c'était dans ça qu'ils étaient. Maintenant, après, ça s'est transformé carrément en moyen de transport, n'est-ce pas? Ils vont en ville pour prendre des bagages et les amener comment dire encore, dans certaines zones. Bon, mais le service a été loué, n'est-ce pas, par du particulier. Maintenant, à ce niveau, comme M. Soumaré l'a signalé tout à l'heure, c'est un problème de gouvernance. C'est à l'État de définir qui peut faire quoi et où est-ce que les charrettes peuvent aller. On ne peut pas permettre aux charrettes... J'avais une histoire qu'il y avait une charrette qui était même sur l'autoroute à péage. Donc, il a été sanctionné, les gens ne sont pas repris, mais ça peut se faire. Si les charrettes ne doivent pas être dans certaines zones, parce qu'il y a un risque. Ils vont gêner, la circulation, et deuxièmement, il y a des risques d'accident qui se posent réellement. Donc, il y a des sanctions qui doivent être prises, des mesures doivent être prises pour leur interdire de pénétrer dans certaines zones. Encore une fois. Donc, ça, je crois que c'est un problème de gouvernance qui se pose. Mais de façon générale, pour rebondir sur ce que M. Soumaré disait tout à l'heure, avec les voitures clando qui persistent et les voitures en mauvais état qui persistent également, je crois que ça recoupe un peu l'un des thèmes qu'on va discuter après, qui est la corruption. Mais même si les mesures ont été prises, elles ne sont pas appliquées réellement sur le terrain, parce qu'il y a cette possibilité de corruption et de s'en sortir sans problème. Ouais? Donc en moyennant un paiement qu'on fait à un agent qui nous a arrêtés. Donc maintenant, si les mesures sont prises, maintenant, en amont, si l'application pose problème, mais on reste au même endroit. C'est la surchauffe, c'est exactement la même chose. Les mesures sont prises, on fait des débats dessus, les gens en parlent, les lois sont votées, mais si elles ne sont pas appliquées sur le terrain, ça ne sert à rien du tout. Donc, ce qui fait que peut-être toutes ces voitures qui ne sont pas en règle du tout continuent à circuler dans Dakar. Ces charrettes qui ne devraient pas circuler
dans certaines zones continuent à le faire. Les pousse-pousse. Donc, les pousse-pousse, les tchèques, les clandos, surtout les clandos. Mais les clandos, tout le monde sait là où ils sont. Mais, donc je disais que quelque part, c'est dû à ce déficit dans le transport qui fait qu'il existe. Mais également, quelque part, c'est dû au fait que la réglementation n'est pas bien appliquée à cause, peut-être, de la corruption qui sévit dans la zone. Mais quelle lecture peut-on faire de cette grève? Le fait que 48 heures, qu'il y ait une sorte d'unanimité de tout le monde de faire la grève. Est-ce que ça confirme quelque part l'impopularité de ce gouvernement je pense dans la gestion des questions essentielles? Un gouvernement en général a de l'audience quand les gens sont satisfaits sur les actes qu'il pose. Quand vous êtes devant des problèmes de mobilité urbaine, des problèmes d'indiscipline, d'anarchie notoire, tout à l'heure, je vous dis, moi j'ai vu sur la corniche des comment ça s'appelle, des charrettes. En plus, la nuit, ils n'ont même pas de feu. Ils connaissent rien dans le code de la route. Sur la corniche, qui est une voie rapide, vous voyez donc des charrettes. Il y a un problème sérieux. Les pousse-pousse, là, ils roulent en sens interdit. Et 48 heures, le pays est pratiquement à l'arrêt. Oui, et que le gouvernement ne trouve pas une solution, un palliatif par rapport à ça. La solution qu'ils avaient, c'était... Pas de réquisition de véhicules, pas de proposition de transport, rien du tout. Non, la proposition du transport du gouvernement, c'était la société des bus. Lorsque vous avez là, ils ont des centaines et des centaines de bus qui sont à l'arrêt. Parce qu'il n'y a pas de maintenance. Il y a des centaines de bus qui sont à l'arrêt. Et quand vous voyez leurs bus, quand ils roulent, je vous dis, il ne faut pas être derrière. Parce que c'est un nuage de fumée impossible. Ça veut dire que la maintenance n'y est pas. Le problème est que, donc, ça met le doigt. L'initiative privée, c'est très bien. Mais quelle lecture politique il faut faire de ça? Mais la lecture politique, quand la mobilité urbaine la mobilité urbaine n'est pas assurée, les gens ne peuvent pas être satisfaits des actes que vous posez. C'est tout à fait normal. Ils ne vont pas vous dire bravo s'ils sont mobilisés chez eux, ils ne peuvent même pas bouger, ils ne peuvent pas aller travailler, ils ne peuvent rien faire. Donc ça veut dire que c'est un problème vraiment qui est attiré pour le gouvernement pour qu'il puisse comprendre qu'il y a un grand problème qu'ils doivent... C'est bien de parler dans la politique, mais il faut des actes. Mais est-ce que justement cette grève peut avoir un impact sur les prochaines locales qui arrivent, les prochaines présidentielles? C'est possible. Si les gens sont mécontents. C'est possible. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que ça a été populaire, en fait. Donc, le suivi a été quasi total. Et l'impact, en tout cas sur les individus, était réel. Bon, vous mentionnez tout de suite les gens qui étaient obligés de prendre des charrettes pour aller au boulot. Ils ne vont pas oublier ça de sitôt, n'est-ce pas? Et puis, c'est ce qui montait sur les motos avec tout le risque que ça a, sans casque. Parce que les motos circulaient, il n'y avait pas de casque, il y avait absolument avec tout le risque que ça pose. Il y a même des agressions, certains qui sont transformés en agresseurs, avec les motos tchak-tchak qui agressaient les gens. Voilà, donc cela ne veut pas, les gens ne vont pas oublier cette expérience de sitôt. Et puis le fait que ce soit proche des élections locales, ça peut avoir un impact. On ne peut pas dire que ça aura un impact tant que les élections ne sont pas passées qu'on constate, mais ça peut avoir un impact. Possibilité. Absolument. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Ahmad Soumaré, économiste et spécialiste de l'intelligence économique, et Lassana Sissoko, qui est docteur en économie à la faculté des sciences économiques et des gestion, Université Cheikh Ahmadou de Dakar. Les enjeux de la plainte de Transparency International à propos des contrats pétroliers au Sénégal. Nous avons appris dans un communiqué que Transparency menace de porter plainte contre les contrats pétroliers au Sénégal, où le président Macky Sall est cité, Alioune Sall est cité, entre autres. Ahmad Soumaré. Oui, donc Transparency est une organisation internationale, une ONG, donc qui pose des actes donc de vouloir porter plainte au gouvernement sénégalais par rapport aux contrats qui ont eu lieu donc avec un particulier, Franck Timis, sur la vente d'offshore de Kayar et de Saint-Louis, donc qui s'est opérée cette transaction, et que cette transaction qui a été opérée depuis 2012, en 2019, donc l'OCCRP, donc qui est un organisme d'enquête, et la BBC Africae ont fait un reportage comme quoi que donc montrait qu'il y avait de la corruption donc dans la transmission de ces deux blocs, Saint-Louis Offshore et Offshore Kayar. Les trucs offshore de Kayar et de Saint-Louis. Le problème qui se pose, c'est qu'en 2012, lorsque
2019, lorsque l'étude de BBC est sortie, le frère du président a été incriminé comme quoi qu'il avait reçu 25 millions de dollars par mois ou par année. Donc, et beaucoup de gens, c'est là qui sont tenus au courant de la transaction qui s'est passée. Et cette transaction, donc, on a le président de la République qui est dedans et le fils de l'ancien président de la République. Donc, c'est un problème très sérieux, très, très sérieux. Donc, en décembre, le 30 décembre exactement, la veille du 31 décembre, donc 2020, il y a eu non-lieu sur la plainte qui avait été déposée sur le frère du président. Ma lecture, c'est qu'il y a un problème très sérieux. Le Sénégal a beaucoup de chance. D'une part, de ne pas être sanctionné par des organes de régulation comme le GAFI. Parce qu'on n'a pas, même si les non-lieux, donc le non-lieu a eu lieu, c'est-à-dire que c'est le gouvernement souverain qui mène ses enquêtes, qui dit « passé, il n'y a rien à voir », juste la veille du 31 décembre. Bien. Tant qu'il n'y a pas un fait nouveau au Sénégal, on ne peut pas soulever ce problème. Mais le problème juridique, ma lecture sur ce problème juridique, c'est que je disais qu'on a beaucoup de chance. Parce qu'il y a une réglementation très rigide sur la vente, sur le secteur donc, des mines dans le monde. Donc tout à l'heure, je disais par rapport au GAFI, le GAFI, nous avons une recommandation 12 sur les PEPS, les personnes politiquement exposées. Rien que pour ça, même en dépit si cette transaction est licite ou illicite, rien que sur la recommandation 12 du GAFI, on devait incriminer la personne ou les personnes concernées. Et ça irait jusqu'au président de la République parce que le frère du président, il est PEPS. Il est personne politiquement exposée. Le fils de l'ancien président, il est personne politiquement exposée. Le président en lui-même est politiquement exposé. Rien que pour ça, sur la recommandation du 12 du GAFI, ils sont dedans. Rien que pour ça. Je ne parle pas donc des autres, par exemple, sur le FCPA des États-Unis, sur le fait de faire des corruptions sur des agents à l'étranger, donc au niveau donc, du FEPA, sur tout ce qui est extorsion fait par les étrangers dans le secteur minier. Je ne parle même pas, par exemple, de la plainte qu'ils veulent déposer au niveau du SEC. Il y a un problème sérieux aujourd'hui de notoriété et un problème de point d'interrogation sur la justice. Parce que, personnellement, moi, quand j'ai eu bruit de ce type, je me suis dit, il y a un grand problème. Pourvu que le GAFI ou les organes d'instance sur le blanchiment et la corruption ne nous incriminent pas. Parce que là, ce problème-là n'est pas fini. Même si on a balayé d'un revers de main la veille du 31 décembre, ce truc, c'est pas fini. Maintenant, cet organe international, donc, qui est Transparency, ce que je n'aime pas trop sur ces organisations, c'est qu'ils se donnent en donneur de leçons. Je suis quelqu'un de la société civile, je n'appartiens pas au parti politique, je suis un patriote. Je connais bien leurs pratiques, parce que ce sont des gens qui sont derrière ces grandes organisations qui les financent et qui leur donnent des façons de penser, des façons d'agir, des façons de voir. Quand vous regardez tout ce qui les représente, ils ont le même langage. Je dis le même langage que lorsque vous allez en amont. Exactement le même langage. Ils vont dire exactement la même chose. Ça veut dire que ce sont des moutons de Panurge qu'on met devant au niveau du Sénégal pour parler au nom donc, de la société civile sénégalaise. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque vous regardez, vous faites beaucoup d'investigations, vous allez dans les trucs, vous allez regarder comment on les forme. On leur dit, si on vous pose tel type de questions, voilà ce que vous devez répondre. Si on vous pose tel type de questions, c'est comme ça qu'on les forme. Moi, ce que je vous dis, je le sais parce que je sais très bien comment ils fonctionnent. Ça fait plus de 20 ans que je suis donc sur ce champ. Et ce que je n'aime pas trop, c'est qu'on manipule nos compatriotes pour faire dire ce qu'ils ont envie de dire. Donc chez nous, Transparency, c'est des Anglais. Les Anglais, ils tuent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'immigrés qui sont morts et qui meurent dans le froid donc pour la traversée. Tout le monde ferme la bouche.
Il y en a plein. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a. Chaque jour, il y en a. Des jeunes qui veulent traverser, qu'on les fasse noyer au niveau de la mer. Et ils sont anglais. Au lieu de parler de ces problèmes, ils viennent maintenant. Qu'ils fassent leur plainte au niveau de ces organes des autres pays concernés, parce qu'il y a des nationalités roumaines, australiennes, singapouriennes, ou américaines, parce qu'il y a Exxon et autres, donc BP, anglaise et tout ça. C'est normal qu'ils le fassent. Mais le problème qui se pose, c'est que la juridiction sénégalaise, elle est souveraine. Mais personnellement, moi, je ne suis pas là à défendre une juridiction sénégalaise, ni le non-lieu qui a été prôné. Je suis sûr et certain que ce dossier, même au Sénégal, n'est pas clos. Ça, j'en suis sûr et très certain. Et que toutes les personnes concernées, tôt ou tard, je dis tôt ou tard, on peut les ramener ici devant la loi. Ça, j'en suis sûr et très certain. Comment vous analysez cela, à sortir? Merci beaucoup, M. Diop. Je salue déjà mon co-débatteur qui a bien campé, en tout cas, le sujet en expliquant un peu les contours du problème qui se pose en ce moment. Mais je vais... il a très bien dit ce qu'il a déjà développé, donc je ne vais pas revenir sur cet aspect-là. Donc je vais juste essayer d'aller vers un autre aspect qui est les conséquences que ces types de comportements peuvent avoir pour une démocratie, pour une économie. Parce que les institutions sont très importantes. Donc, il doit y avoir une transparence totale par rapport aux actes qui sont posés et par rapport aux personnes aussi qui gèrent nos deniers et nos ressources. Je crois que c'est très, très important. Parce que disons que c'est la règle, en fait, non? Si les règles ne sont pas claires, ça pose beaucoup de problèmes. Ce que je trouve un peu désolant, peut-être, c'est quoi? C'est que dans nos économies, de façon générale, il est très rare que quelqu'un qui est dans le pouvoir soit incriminé et soit jugé par ce même pouvoir. On l'a rarement vu, sinon quasiment jamais vu dans nos économies. Et ça aurait été vraiment un signal très fort qu'on lutte contre ce type de pratique. La corruption n'est plus acceptable dans notre société. Que nos ressources doivent être gérées de façon convenable. Et que ceux qui gèrent nos ressources vont rendre compte après. Et que si en cours de gestion, vous avez fauté quelque part, vous serez sanctionné pour que ça serve d'exemple à tout le monde. Mais ce qui se passe en général, c'est quoi? Comme M. Soumaré l'a bien signalé, on fait très vite de brocher la situation. La personne qui avait cette responsabilité va démissionner, on le met un peu à l'ombre, et puis doucement, on laisse un peu le temps passer pour aboutir à un non-lieu ou bien à faire carrément oublier cette personne, ou bien l'acte qui a été fait. Avec d'autres événements qui arrivent, bien sûr. Je crois que c'est à ce niveau que c'est un peu dommage. Maintenant, la corruption a des conséquences tellement dramatiques sur nos économies qu'on ne peut pas le savoir. Ça peut affecter négativement la croissance économique. Ça exacerbe les inégalités et ça influence sur la distribution des revenus. Et quelque part, ça pose un réel problème de gouvernance et de biais dans l'environnement des affaires. Donc tous ces trois points sont des aspects qui sont très importants, que la corruption affecte négativement et que les uns dans les autres s'auto-alimentent en fait. Le manque de croissance économique, ça exacerbe les inégalités et ainsi de suite. Donc je crois qu'il est temps que dans nos économies, qu'on parle de façon très sincère et de façon très claire du problème de la corruption qui se pose. Ouais. Donc ça, c'est quand on regarde d'ailleurs le score du Sénégal avec transparence, même si, il y a tous ces trucs qui se posent, mais quand on regarde le score, ça n'a pas bougé depuis 5 ans. Donc on est à peu près au même niveau. Donc nous sommes, tous les pays sont à peu près notés de la même façon avec le score, la méthodologie avec laquelle ils font le score, qui est très clair. Mais ce que nous devons retenir, ce n'est pas ce que transparence fait, ou bien ce qu'il y a derrière. Ce que nous devons retenir, c'est comment nos ressources sont gérées. Est-ce qu'on peut avoir des informations très claires par rapport à nos ressources et par rapport à nos deniers? N'est-ce pas? Qui sont ceux qui le gèrent? Est-ce que ceux qui le gèrent l'ont fait de façon convenable? Si ils ne l'ont pas fait de façon convenable, qu'est-ce que nous attendons pour les sanctionner? Donc je crois que c'est ça. La culture de ne pas rendre compte, la culture de l'absence de sanctions font que dans nos pays réellement, en fin de compte, ça devient un peu
bizarre. Parce qu'on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont des non-touchables. Et puis, à terme, ça crée des problèmes, surtout de la défiance par rapport aux lois même du pays, et ce qui est un peu dangereux. Mais si on regarde bien la classe politique sénégalaise depuis 1960, on a l'impression que c'est un cercle de vases communicants. Les anciens opposants, c'est ceux qui viennent au pouvoir, vice-versa. Et qu'entre eux, il y a une sorte d'entente, de consensus sur ce genre de questions pour ne pas aller loin. Parce que moi je pense que ce problème de gouvernance est un problème très sérieux, est un problème de caste. Parce que quand je dis caste, c'est au niveau des politiciens qui veulent régler les choses en dehors de la société civile. Ça, c'était valable dans une économie fermée. Aujourd'hui, ce qu'on doit savoir, on est dans une économie de la connaissance, économie des réseaux. Tout se sait. Tout se sait. Il n'y a rien qui peut se cacher. Le problème de malgouvernance qui se pose ici dans ce pays, on doit le mettre le doigt. Quand vous voyez, j'entends des problèmes de passeport, j'entends des députés qui ne sont pas traduits. Quand je vois quelqu'un qu'on a attrapé en flagrant délit avec des multiplications de billets et qu'il les nie complètement et il porte plainte contre la gendarmerie, il y a des problèmes sérieux. Et quand je vois sur ce problème dont nous parlons avec le secteur extractif, ce qu'il faut comprendre, le secteur extractif est le secteur le plus corrompu du monde. Absolument. C'est la raison pour laquelle au niveau international, ils ont mis, surtout au niveau des États-Unis, ils ont mis des mesures draconiennes. Et les gens contournent ces mesures pour pouvoir maintenant donc agir. Ce qui se passe au niveau de cette corruption au Sénégal ou dans les pays donc low capacity, donc les pays en développement, c'est que ça passe par les fonctionnaires. Ça passe par les fonctionnaires nationaux. Quand une société comme par exemple, je veux dire Teranga Gold ou autre, sort 1000 tonnes, ils vont déclarer 500 tonnes d'or par exemple. C'est un exemple que je donne. Ou 600 ou 700. Ils vont soudoyer celui qui fait l'opération, il sort 700. Donc il y a 300 qui ne sont pas déclarés. Mais quand ils arrivent à destination, ce sont les 1000 qui sont déclarés. Ce qui fait que quand vous avez ce problème d'évasion fiscale qui se font, et cette évasion fiscale est organisée de telle sorte que ces sociétés ne sont truc à rien parce qu'ils ont en interne des gens avec lesquels donc ils font leur business. Quand vous voyez aujourd'hui au niveau des mines, surtout le pétrole, qui signe les contrats de pétrole au Sénégal? Directement à la présidence de la République. Tous les contrats relatifs au pétrole sont signés directement à la présidence de la République. Il y a des bonus de signature. Qui sait combien les bonus sont? Qui le sait? Moi, je ne le sais pas. Et je n'ai pas vu de personne qui dit qu'on a donné tant. Même si on a donné tant, on peut être dubitatif. Personnellement, donc moi je connais bien ce secteur, je suis dubitatif. Si on me dit que c'est 2 millions ou 5 millions qui ont donné, qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas plus qui est donné? Quand je vois comment cette gouvernance elle est organisée dans d'autres pays, donc l'État n'intervient même pas, c'est une commission indépendante qui discute le truc, mais là, personne n'est au courant de rien. Les bonus, comment ils sont donnés, personne ne sait. Le montant, ce qu'on déclare et ce qui se passe. Moi, j'ai vu des pays où des présidents donc, qui sont dans des pays miniers, donc on leur ouvre des comptes dans des paradis fiscaux, une partie de ces bonus, on les met là-bas. Une fois qu'ils ont terminé, ils ont leur compte et autres. Vous voyez, lorsque vous avez les Pandora Papers, vous avez des dirigeants comme Tony Blair et consorts, tous ceux qui sont dedans. Lorsque vous regardez les Panama Papers, sur 100, vous allez voir les patatoïdes comme ça. Ça fait 80% des gens qui ont de l'argent dedans, ils sont dans des services publics. Ils ne sont pas dans les privés. 80%. Sur 100, vous avez les patatoïdes qu'ils ont mis. 80%, ce sont des gens qui sont dans le service, des politiciens la plupart. Il y a le scandale d'ailleurs en RDC avec cette histoire de Kabila. Ben oui, je veux dire que Kabila ou autre, c'est des pratiques qui se font tant qu'il y avait
donc l'opacité. Mais comme je dis, aujourd'hui, on est dans une société des réseaux, la société d'information. Les gens ont la capacité, même lorsque vous passez par des paradis fiscaux, avoir des nominés. Les nominés, ce sont des gens qui vont gérer vos comptes, qui se trouvent n'importe où. On peut les tracer avec les sapiteurs, on peut tracer vos comptes. Au moment où ce débat se pose au Sénégal, on a vu quelque part, je ne sais pas si on a fait la lecture, que le département d'État américain a envoyé un envoyé spécial en Guinée-Conakry, en disant que la junte, ils sont contents de ce que la junte commence à faire comme travail de nettoyage en Guinée, en combattant la corruption ouais. Même en disant que la transition doit être courte, mais c'est un peu en déphasage avec ce que dit la CEDEAO par rapport à la junte militaire. Si les Américains arrivent en Guinée, s'assoient avec la junte, lui parlent en disant que oui, le travail que tu es en train de faire, c'est positif. Qu'est-ce qu'on peut penser? Je crois que les Africains, certainement, doivent prendre leurs responsabilités et être fermes sur leur façon de voir sur comment leurs économies fonctionnent. Les Américains, c'est comme toujours, ont des intérêts à défendre. Et les intérêts américains sur leur politique extérieure vont toujours primer sur quoi que ce soit d'autre. Ça viendra, ils peuvent penser à autre chose, mais en premier d'abord, c'est les intérêts américains qui priment. Donc, il faut comprendre que la Guinée est dotée de plein de ressources naturelles et que la plupart des pays du monde se positionnent pour avoir ça. Donc, je peux bien comprendre que les États-Unis aient ça. Mais l'Union africaine, la CEDEAO, doivent également être ferme par rapport à la vision que nous avons, par rapport à notre façon de voir sur le fonctionnement de nos économies. Je crois que ça, c'est très, très important qu'on fasse attention à ça. Je me souviens à l'origine, quand Kabila entrait dans le Congo pour prendre le pouvoir, en ce moment, il y avait, à l'origine, mais avant même la fin de la guerre, les Américains avaient commencé à signer, les Américains étaient sur place, à signer des contrats. Des contrats miniers. Et c'est très important qu'on note ces comportements-là. Donc, à un certain moment, les autres pays ne font que défendre leurs intérêts. Les pays africains doivent défendre leurs intérêts. Maintenant, et ça, c'est important. Maintenant, et pour revenir un peu sur ce que M. Soumaré disait tout à l'heure par rapport au bonus, et ça, c'est important. Mais les pouvoirs que nous avons, c'est des pouvoirs de 5 ans, 6 ans, ou 4 ans. Et avec des transitions, que la transition se fasse ou bien que ça ne se fasse pas, mais il y a des votes après qui se font de renouvellement. Maintenant, une fois qu'on découvre des ressources naturelles, le pouvoir en place a envie. Ces bonus-là, ils ne vont pas laisser ça au régime qui va venir, ils ne savent pas s'ils vont venir. C'est pourquoi on remarque quelque part, surtout dans le cas du Sénégal, je me dis, un peu de précipitation dans toutes ces signatures. Parce qu'il y a des gains, des rentes que les gens essaient de capter, n'est-ce pas, et qui font que, s'ils savent que, est-ce que les prochaines élections vont nous laisser ici, ce cycle-là, quelque part, affecte, n'est-ce pas, la rapidité avec laquelle ces signatures sont faites, et que les gens doivent faire attention. Parce qu'en ce moment, quand on représente une nation, ce n'est plus sa personne qui compte, c'est l'intérêt de la nation qui compte. Et ces bonus-là, c'est des intérêts purement individuels, parce que ça va dans les poches des individus qui ont fait signer ça. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Il va falloir que, sur le plan national, que les gens arrivent à des institutions ou bien à des cadres qui offrent beaucoup plus de transparence par rapport à tous ces actes. La Gambie, c'est à côté, c'est hier que les Gambiens ont voté à un tour. Tout porte à croire, avec beaucoup aussi de réserves, que Adama Barrow pourrait rempiler. D'après les premières tendances qui sont sorties, ce n'est pas encore fini, parce qu'on ne sait jamais, une élection n'est jamais finie tant qu'on n'a pas fini de compter. Est-ce qu'avec cette élection, on peut aller beaucoup plus loin avec le Sénégal, en termes de perspective avec la Gambie? Je pense que qu'il faut comprendre, le Sénégal et la Gambie, c'est comme lorsque vous avez une pomme. Au milieu de la pomme, vous avez un verre. Et si ce verre maintenant est pourri, toute la peau pourrit. Le verre, c'est comment la Gambie est imbriquée dans le Sénégal. Il suffit qu'il y ait beaucoup de problèmes politiques, les gens vont à gauche, à droite au niveau du Sénégal. Il suffit qu'il y ait de l'insécurité, ça va au niveau du Sénégal. Le Sénégal et la Gambie, comme je dis, quand je parlais de verre dans la pomme, ça veut dire qu'on est trop imbriqué. Quand vous voyez le président Barrow ou les candidats qui font leur campagne politique, ils ne s'expriment pas la plupart en anglais, ils s'expriment en wolof.
C'est un pays anglophone comme nous sommes francophones, on est en train de parler français. Eux, ils s'expriment, la campagne, ils parlent Wolof. Le Wolof, c'est du Sénégal. Ça montre la proximité de ces deux pays. Et ça montre aujourd'hui que la vigilance, le devoir de vigilance que nous devons avoir sur tous les problèmes politiques qui se posent. Lorsque, je pense, il y a quelques années, nous avons parlé des problèmes de bois, de trafic au temps de Djamé. Je me souviens, il y a je ne sais pas quelle année, je vous avais dit que le Sénégal devait bombarder là où il se cache et discuter après. Parce que Yaya Jammeh faisait des trucs de gangstérisme, de banditisme. Et que le Sénégal devait leur montrer que les bandits au sein, comment on va les traiter. On bombarde d'abord, on discute après. Parce que sous ces gens qui venaient faire des expulsions au Sénégal, ils se repliaient dans la zone gambienne. Et là, ça devenait intenable. Et qu'à partir de là, maintenant, la proximité de la stabilité de cette région casamançaise aujourd'hui a été fait avec l'approbation des deux présidents. Le président Barrow a été très, très ouvert par rapport au Sénégal, le fait même de faire le pont, le fait de faciliter la mobilité. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites et que, en contrario, donc, et par ricochet, ça aboutit sur la Gambie, parce que la Gambie en profite. Si l'économie tourne, ça ne tournera pas seulement en Casamance, ça va tourner en Gambie. Et donc, ils ont intérêt d'avoir le pont, ils ont intérêt dans cette mobilité des populations, ils ont intérêt parce que la Gambie, il y a beaucoup de commerçants, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités à part le tourisme, et les ressources naturelles, il n'y en a plus, parce qu'ils prenaient les trucs de la Casamance qu'ils exportaient, ils étaient premiers exportateurs de bois sans avoir de forêt. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que donc économiquement, la Gambie, le Sénégal peut donc le coacher pour qu'il puisse avoir donc parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, comme dans nos pays, avoir beaucoup moins d'insécurité, plus de développement économique. Et cette coopération avec le Sénégal aussi, donc peut leur profiter dans la mesure où ça fera partie vraiment d'une stabilité économique, sociale, donc au niveau de cette région. Quelle lecture peut-on faire de la Gambie avec le prochain président qui va arriver, si c'est Barrow ou bien si c'est Darboe? Je crois que le Sénégal a déjà, comme on le sait déjà, entamé, n'est-ce pas, une relation de collaboration, n'est-ce pas, avec la Gambie qui a abouti certainement avec le pont. Juste une anecdote, j'avais une fois enseigné à l'université de Banjul, au campus que j'ai à Serekunda, qui est, voilà. Il y avait un programme international là-bas dans lequel les cours étaient faits en anglais, donc on m'a convié pour que j'y aille. Mais au retour, j'ai raté mon avion, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de pont. Donc j'ai passé beaucoup de temps pour attendre le bac qui devait nous faire traverser. Et j'ai raté l'avion. Donc finalement, je devais attendre 3 jours. Au lieu d'attendre 3 jours, j'ai pris la voiture pour revenir à Dakar. C'était une demi-journée. Voilà, donc ça a posé problème. Et ce qui n'était pas normal entre le Sénégal et la Gambie. Voilà. Maintenant, au-delà, on regarde ces trois aspects dans lesquels les deux pays collaborent. Sur le plan commercial, qui est régi par la CEDEAO de toutes les façons, donc les règles sont des règles supranationales. Mais il y a deux autres aspects qui sont très importants. L'un, c'est la sécurité, comme l'a bien mentionné mon collègue. La sécurité au Sénégal, les problèmes avec les mouvements qu'on avait dans le sud était exacerbé par le fait que la Gambie ne collaborait pas réellement. Et ça, c'est important pour le Sénégal, parce qu'on ne peut pas avoir de solution définitive tant qu'en Gambie, il n'y a pas un pouvoir stable, démocratique, et qui est réellement collabore avec le Sénégal sur cet aspect. Le troisième aspect, c'est sur l'environnement. Et plus précisément, l'exploitation du bois dans la Basse-Casamance, qui est très important. Il y a d'énormes coupes de bois qui sont faites dans ce domaine-là par des gens qui, quelque part, peut-être ne sont pas des Sénégalais, mais même s'ils sont des Sénégalais, quand ils le font de façon frauduleuse. Donc je crois que s'il n'y a pas une collaboration franche entre ces deux pays, ce sera difficile de gérer ces deux aspects. C'est pourquoi le Sénégal, quel que soit le président qui va venir, n'est-ce pas, le Sénégal est un pays ami de la Gambie. Et le Sénégal doit se positionner doit prendre cette position et proposer réellement des champs de collaboration dans lesquels la Gambie trouvera son affaire effectivement parce que c'est un jeu à deux joueurs. Donc il va falloir que tous les deux ils sentent quelque part pour pouvoir participer.
Parce qu'il y a une contrainte de participation qu'on doit dépasser. Cela veut dire que tous les deux pays doivent voir leurs intérêts dans la collaboration qu'ils vont entreprendre. Et le Sénégal, de toute façon, c'est très clair. Maintenant, l'incitation qu'on doit donner maintenant, ça doit venir de la Gambie. Et quel que soit le président, je crois que ça doit être la position du Sénégal. Mais il y a une question fondamentale, c'est celle de la jeunesse. Au chômage dans les deux pays. En Gambie, aujourd'hui, les ressources ne sont pas nombreuses, comme on dit, même si, quelque part, ils ont découvert aussi des ressources pétrolières. Peut-être avec l'histoire de changement climatique, de plus en plus, certains pays européens veulent refuser que les pays africains exploitent les énergies fossiles. Et il y a une question qui va se poser de la jeunesse, le chômage. Le chômage se pose de toute façon, je crois que ce soit en Afrique de façon générale et en Afrique de l'Ouest, je crois que le chômage, c'est un problème qui se pose réellement. Et je crois que ça demande de la part des pouvoirs publics réellement beaucoup de réflexion sur l'assainissement de l'environnement des affaires, comme ce qu'on vient de dire tout de suite, lutter contre la corruption, faire de sorte que les institutions soient transparentes et à mi-chemin de tout le monde, de tous les acteurs, de sorte que les gens sentent que il est fair, le jeu est juste, est clair. Donc pour que les gens adhèrent et investissent. Et si le secteur privé ne se développe pas, on ne pourra jamais lutter contre le chômage. Ce n'est pas possible. Et le secteur privé en ce moment au Sénégal, que ce soit au Sénégal ou bien en Gambie quand même, donc la majorité de l'emploi est dans l'informel. Dans le secteur formel, ça reste encore. Il faut que le secteur formel cesse. Et là également, ça me donne l'occasion de parler juste même d'un papier que nous sommes en train de faire avec un collègue. Ce qu'on a organisé un peu, c'est l'effet que la corruption, la qualité des institutions de façon générale peut avoir sur l'industrialisation. Donc, on a remarqué que malgré certaines réformes, comme les réformes financières qui sont entreprises par le développement financier, n'est-ce pas, qui sont entreprises par nos dirigeants, mais l'effet dans les pays où la qualité des institutions est faible est négatif comparé à l'effet dans les pays où les institutions sont fortes et positif. Mais au fond, c'est la force des institutions qui font le développement de ces pays. Absolument. Mais les institutions aussi, c'est des hommes forts qui doivent les diriger. Ça va de pair. Oui, si vous avez des hommes faibles dans les institutions fortes aussi, ça ne sert à rien. Oui, les hommes, vous savez... Entre guillemets, c'est relatif. Après, on vient dans la dialectique de l'œuf et la poule qui vient après. Je crois que l'un peut mener à l'autre, n'est-ce pas? On peut avoir des hommes forts. Mandela a mené l'Afrique du Sud vers un État arc-en-ciel, n'est-ce pas? Donc, c'est un héritage qu'ils ont d'un dirigeant qui a été fort, n'est-ce pas? Et bienveillant. Maintenant, ailleurs, ce sont les institutions. Une fois que les institutions sont mises en place et qu'ils sont très clairs et robustes, maintenant ça pousse. Il n'y a pas mieux pour changer le comportement des hommes que la loi. C'est clair. Donc, il va falloir que les institutions soient aussi claires pour qu'on puisse s'en sortir. Maintenant, ce qu'on a trouvé en fin de compte, c'est quoi? Pour se terminer juste sur le truc là, c'est que si les investisseurs viennent et qu'il y a un risque institutionnel, ils ne vont, en même temps qu'un risque économique, ils ne prennent pas de risque économique. C'est-à-dire que, puisqu'ils ne peuvent rien contre le risque institutionnel, ils viennent dans les secteurs traditionnels, comme les secteurs miniers, ils vont investir là-bas. Parce qu'ils ont besoin d'avoir la confiance en les constitutions. Exactement. Maintenant, s'il n'y a pas de risque institutionnel, ils seront prêts à prendre un risque économique, à investir dans des secteurs nouveaux, dans des secteurs innovants. Mais on a remarqué que s'il y a ces deux risques-là, ils ne vont pas. S'il y a ces deux risques en général, les investisseurs, surtout étrangers, vont vers les investisseurs de façon générale, vont vers les secteurs traditionnels où ils savent déjà que c'est rentable, ils investissent là-bas pour là où c'est moins compliqué. Donc c'est pourquoi c'est important. C'est important que l'environnement des affaires soit assaini, c'est important que les institutions soient assainies, et c'est important pour qu'un secteur privé vraiment puisse se développer et qu'on puisse à terme lutter contre le chômage. La grosse question aujourd'hui, c'est le chômage des jeunes, un peu partout. Oui, et le chômage, il faut voir que nos économies, on a 72% de jeunes moins de 20 ans. Le problème qui se pose tout à l'heure, parler d'économie, des forts ou faibles, je ne pense pas que ce ne sont pas des trucs de forts ou faibles. Le problème qui se pose, c'est qu'on est
dans une institution obsolète qui se base sur la médiocratie. Pas la démocratie, la médiocratie. La médiocratie, c'est des gens qui ne cherchent pas l'excellence. Quand tu deviens excellent, on te coupe la tête. Ils n'ont pas besoin de gars qui réfléchissent trop. Ils ont besoin de gars qui acceptent les combines comme eux. Mais à la différence aujourd'hui de la société, comme je dis, de l'environnement international, qui est sur l'économie de l'intelligence. L'économie de l'intelligence, c'est ça qui fait que vos ressources que vous avez 10 francs, que ça vous pouvez le faire en 100 francs ou 1000 francs. Parce que vous utilisez votre tête et vos capacités, vos connaissances pour le faire. Sinon, on va perdre nos ressources et on sera toujours au même point. Le temps que nous avons parti est terminé. Merci infiniment à Dr Lassana Sissoko, qui est économiste à la faculté des sciences économiques et de gestion, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci à Ahmad Soumaré, économiste spécialisé de l'intelligence économique. À la technique, Biran Sissé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radio-vision du Sénégal. e-Radio mi ngi riir ñëpp déglu ko.